Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs. Avec moi dans On se dit tout, vous savez, cette émission qui dévoile, découvre des parcours, des histoires, des destins. Et je suis avec Pierre-Franck Chevet. Bonjour Pierre-Franck, je suis ravi de vous accueillir. Bonjour. Parce que vous avez un parcours, on va y revenir, qui est assez incroyable. Vous êtes aujourd'hui le président de l'IFPEN, puisque vous voyez, le malentendu, IFP, Institut français du pétrole, qui est aujourd'hui Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Et non pas renouvelables. Et je trouve ça d'ailleurs intéressant dans l'acronyme. Et on est bien au-delà maintenant d'ailleurs en termes de thématiques. On va sur la transition écologique carrément. Par exemple des questions de recyclage, qui est un enjeu de souveraineté, pour reprendre les termes de notre président. On est dessus. C'est plus des enjeux d'énergie, mais c'est des questions de sobriété d'utilisation des matières. Et donc on a basculé en quelques années d'un monde pétrolier sur le monde vert, le monde de la transition énergétique et écologique. On vous a connu, même si vous êtes un homme assez discret, parce que l'émission On se dit tout, c'est une émission où on se dévoile un peu, on raconte un peu ses passions, mais quand même quelques mots sur votre partie de vie. Vous êtes polytechnicien, mais c'est le nucléaire d'abord qui a habité une grande partie de votre activité avec la sûreté nucléaire. Vous dites, finalement, moi je suis bien à l'IFPEN parce que là je travaille sur la transition et on accélère et je suis sur des sujets très porteurs. Sûreté nucléaire, ça a chahuté pas mal là quand même ces derniers temps. Ces derniers temps, moi, ça a toujours chahuté. Oui, vous avez dit oui. Moi, dans mon mandat, j'ai vu des choses assez compliquées. Ouais. On est là pour ça. Hein. On est là pour gérer surveiller, contrôler, surveiller du mieux possible. Et de faire en sorte que la sûreté, non pas soit garantie, c'est jamais garanti la sûreté, mais qu'on fasse le maximum pour la sûreté. On dit que la France a un niveau d'exigence, justement grâce aux experts, aux ingénieurs de la sûreté nucléaire, un niveau bien supérieur à tous les autres pays qui ont du nucléaire. Alors, c'est probablement vrai, mais c'est aussi nécessaire, parce qu'on a un parc nucléaire qui est important, d'abord. EDF est le plus gros exploitant au monde. Hein. Et puis par ailleurs, il y a une autre caractéristique du parc, c'est qu'il est standardisé, c'est-à-dire qu'en gros, les réacteurs sont les mêmes. Il y a des changements de... Si je prends l'image de la voiture, on a rajouté éventuellement un piston de plus, mais c'est le même moteur. Et partant de là, ça a été un très gros avantage au plan économique et même en termes de qualité des fabrications. Donc parce qu'on savait faire et qu'on reproduisait globalement à l'identique. Donc c'est un avantage pour l'économie et la sûreté. Et la gestion des... Mais par contre, il y a une contrepartie. C'est que s'il y a un problème, il faut l'avoir détecté suffisamment tôt pour être en mesure de le traiter. Si c'est trop grave et que ça concerne l'ensemble du parc nucléaire, alors là, on est en difficulté majeure. D'où les exigences fortes qui ont été mises en France pour détecter au plus vite les anomalies. Ce qui s'est passé avec EDF, là, qui a anticipé finalement, avant même que la sûreté nucléaire ne donne l'ordre de fermer les réacteurs pour maintenance. Alors, ils n'ont pas anticipé l'anomalie, ils l'ont découverte, mais ils ont pris les devants en termes de réparation. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, et en accord d'ailleurs avec l'autorité de sûreté nucléaire. Ça vous manque pas, la sûreté nucléaire? Parce que vous êtes passé sur une autre manière d'exercer vos compétences. Ça vous manque pas? C'est passionnant. Alors, je peux peut-être le préciser. J'ai jamais eu de plan de carrière dans ma vie, mais il se trouve que mon premier poste, que je devais prendre en septembre 86, pour être précis, je ne sais pas si 86, ça ne vous parle pas plus que ça, c'est lointain. Mais en avril de la même année, il y avait eu Tchernobyl. Et quand j'ai eu à choisir mon premier poste, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être bien aller à l'autorité, ça ne s'appelait pas encore comme ça, l'autorité de sûreté nucléaire. L'ASN qu'on appelle l'ASN. Et j'ai découvert une fonction qui était essentielle, parce que l'idée c'est d'éviter des Tchernobyl, justement. Et je venais de voir la même chose, mais en tant que citoyen à l'époque, qui était arrivé... dans l'ex-URSS. Le nucléaire vous intéressait, pour le dire simplement. Vous étiez intéressé par cette... Parce que je l'avais vu aussi en tant que citoyen en disant, ça leur est arrivé. Le discours à l'époque d'ailleurs était de dire, c'est le monde soviétique qui a produit ici, pas de ça chez nous. Pas de ça chez nous, exactement. Moi, j'en avais pas tiré la même conclusion. Je me suis dit, non, il y a quand même quelque chose à faire, il faut être extrêmement vigilant. Et du coup, j'ai pris ce poste-là, qui est extraordinairement technique. Je veux dire, c'est pas simplement dire oui ou non et faire le gendarme. Non, c'est des diagnostics, des analyses. Il faut être très, très précis dans ce qu'on fait. Ce qui m'allait bien en tant qu'ingénieur, moi, je trouvais que c'était une manière de rentabiliser ce que j'avais fait auparavant en termes de formation. Concret, Au passage, j'ai tout de suite appris la modestie, parce que j'ai bien vu que malgré mes études, j'avais beaucoup de dizaines de centimètres sous la barre par rapport à ce qu'il fallait. Donc, du coup, je rappelle que vous avez fait Polytechnique quand même.
Oui, Oh, c'est pas une fin en soi, mais simplement j'étais très loin du niveau qu'il fallait. Et donc, du coup, j'ai investi. J'ai investi perso pour arriver à ce que j'estime être mon meilleur niveau en tout cas. Je ne dis pas que c'est le meilleur du monde. Hein. Mais qu'est-ce que vous a apporté la sûreté et le débat que vous évoquez et les compétences que vous avez acquises aujourd'hui à l'IFPEN? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Travailler avec des experts. Comprendre ce que ça veut dire travailler avec des experts. À l'IFPEN, il y a des scientifiques de très haut niveau, par définition experts de leur sujet, qui trouvent des choses. D'abord, comprendre comment un expert fonctionne, parce que j'ai été un petit peu expert. Rentrer dans le cerveau de l'expert. Voir la rigueur qu'il faut pour développer des technos. Alors, le nucléaire est très exigeant, mais les technos nouvelles sur de la transition écologique sont très, très pointues aussi. Il ne faut pas faire de bêtises non plus. C'est pas parce que c'est vert qu'on ne peut pas faire de bêtises. Évidemment. Voilà, veiller à ce que tout ça se passe proprement. Quand vous avez fermé la porte de l'IFPEN, vous vous plongez dans la littérature, vous allez nager, vous vous intéressez à d'autres sujets très éloignés de ceux sur lesquels vous travaillez, qui sont globalement des sujets scientifiques. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont un peu vos jardins secrets et qui vous permettent de vous ressourcer? Alors, c'est pas vraiment un jardin secret. Je passe énormément de mon temps alors j'allais dire bricoler, y compris du bricolage très lourd. Il se trouve que j'ai refait depuis 15 ans une maison. Donc du coup, tout corps de métier. C'est méditatif. Tout corps de métier. Ça, c'est très ingénieur. Électricité, plomberie, etc. Donc et c'est une passion que j'ai depuis que je suis gamin en réalité. Ça me vient de ma jeunesse. Travailler avec vos mains? Non, pas seulement travailler avec les mains, mais alors j'ai en gros consacré ma carrière à l'environnement. Oui. Que ce soit la sûreté nucléaire, c'est de l'environnement, c'est la protection des personnes et de l'environnement. Ce que je fais là, c'est la transition écologique, c'est de l'environnement, c'est de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais quand j'étais petit, début des années 60, on ne parlait pas d'environnement. Par contre, il y avait quelque chose, en y réfléchissant, qui était précurseur. Donc, je suis gamin, je suis né au début des années 60. Mes parents avaient vu, tout jeune en l'occurrence, la guerre. Le temps des restrictions. Mais en début des années 60, c'était pas ça. C'était le boom. L'abondance. L'abondance, oui, bien sûr. la croissance, le plein d'emploi. Le début de la société de consommation. Sauf que je pense que mes parents, l'air de rien, avaient gardé souvenir de ce temps-là et qu'ils pouvaient revenir. On y est peut-être. Et du coup, on avait une logique paysanne. C'est-à-dire un sou est un sou. On ne jette pas quelque chose qui marche encore. On recycle s'il faut. On recycle, on répare. On répare le vélo. On répare. L'ère dans laquelle on est entré depuis maintenant moins de 10 ans. Mais sauf qu'à l'époque, moi je passais mon temps avant de jeter à réparer tout ce qui bougeait. D'où votre réparation de maison. Voilà. Pour vous, c'est une forme de réparation. Je rase pas, je refais. Voilà, donc j'ai à peu près démonté tout ce qui bouge, parfois avec des mauvaises surprises. Ouais. J'ai pris des châtaignes électriques un nombre infini de fois, mais on apprend. Et ça m'a donné le goût pour la technique, pour comprendre comment ça marche. C'est génial. C'est génial. Et ça, c'est pas un jardin secret, mais c'est quelque chose qui vous nourrit aussi, en fait. Voilà. Ça vous nourrit. Et c'était un peu un esprit précurseur. C'est pas l'écologie. Non, bien sûr. Mais il y a quelque chose de ça. Oui, qui est très lié. L'idée, c'est de préserver. Et de faire aussi soi-même, qui est quand même pas désagréable de se dire qu'on arrive à quelque chose de concret en bout de chaîne. Pierre-Franck Chevet, c'est la question de l'ESCA maintenant, parce que c'est vrai on s'est laissé un peu aller, mais on va évidemment écouter la question de l'ESCA, créateur d'avenir, une école qui forme au métier de manager. C'est la question de l'ESCA et vous l'avez sélectionnée. La question de l'ESCA, Pierre-Franck Chevet, alors, elle est intéressante parce qu'elle fait écho exactement à ce que vous venez de nous dire sur votre petit jardin secret de bâtisseur de votre maison ou de maisons. La fin de l'abondance, quelle est votre vision sur le monde de demain, celui que nous sommes en train de construire pour les générations futures et puis les générations d'aujourd'hui? Cette fin de l'abondance qui fait écho aux propos du président Macron. Ah, tout à fait. Alors, propos qui ont été parfois mal compris, on va Clairement. dire. Je pense qu'il voulait dire, et je vais y revenir, autre chose. Alors c'est vrai que dire à des gens qui sont en difficulté depuis parfois de plusieurs dizaines d'années, encore la ceinture, que c'est la fin de l'abondance qu'ils n'ont jamais connue, c'est compliqué si on l'interprète la phrase comme celle-là. Par contre, je pense qu'il a eu tout à fait raison de parler de la fin de l'abondance. En gros, la vision que j'ai, je ne vais même pas parler de réchauffement climatique à l'échelle de la planète.
Le problème se pose ainsi, on est de plus en plus nombreux, on a une démographie qui continue à monter, même si on anticipe un plateau un peu plus tôt que prévu, mais quelque part 2050-2060. Donc la démographie est encore très 7,9 milliards. Très dynamique, donc plus de gens. Et puis par ailleurs, dans les zones où il y a la démographie est la plus dynamique, ce sont des zones, je pense à l'Afrique notamment, oui, où les gens sont en retard de croissance. Donc c'est plus de gens qui ont besoin de plus consommer. Et à juste titre, hein, je veux dire. Alors en Afrique. Consommer, se former, enfin toute la chaîne qui constitue un homme moderne. Accéder aux télécommunications modernes, aux moyens modernes, etc. Tout ça est consommateur de ressources, dont l'énergie, mais pas que. Mais au même moment, on nous dit que la planète souffre et qu'on ne peut plus. Et en même temps, on n'a qu'une planète. Et ouais. Donc une planète et un monde en croissance, nous en croissance sur la planète, nécessairement, on va aller vers. Alors, je ne parle pas de catastrophe, mais néanmoins vers des conflits d'usage qui vont se renforcer. Donc, conclusion. Alors, je parle dans conflit d'usage, il y a conflit. Il ne faut pas exclure non plus qu'il y ait des guerres, des situations géopolitiques tendues. Nous sommes en guerre, il faut le rappeler. Et nous sommes par ailleurs en guerre. Enfin, pas nous, mais en tout cas, la Russie. Vraiment pas loin. Mais pas loin. Et des questions comme l'accès à l'eau, qui se posent déjà fondamentalement dans certains pays, enfin qui sont les stress hydriques, les guerres de l'eau. Et je pense que globalement, sans parler de réchauffement climatique qui se rajoute là-dessus, on est dans une situation où c'est la fin de l'abondance et qu'il faut que tout le monde sur la planète en prenne conscience et fasse les meilleurs efforts de sobriété. Sinon, on ne voit pas bien où on va, à part des régulations très brutales. Et je pense à des conflits. Juste en quelques mots, je sais que ce sujet mérite des heures de réflexion, mais le scientifique que vous êtes, vous dites le progrès, la science peut nous sauver ou pas ? C'est ce qu'on essaye de faire. C'est ça l'enjeu. Hein. Alors, si on parle de réchauffement climatique, il y a des solutions actuellement qu'on essaye de développer, de porter à maturité. On est très près de la maturité sur certaines technos. Hydrogène ? Alors l'hydrogène, ça sera à mon avis un peu plus lointain. Il y a des sujets comme les biocarburants avancés. Oui. Avancés, ça veut dire qu'ils ne mangent pas sur la ressource alimentaire, etc. Qui sont prêtes, on les a. Pour les avions, par exemple, puisqu'on en parle. Et notamment dans l'usage aviation. Il faut le préciser. Qu'il n'y a pas d'autre solution pour l'instant. La solution l'électrique ne marchera pas, on le sait, sur les gros porteurs. L'électrique ne marchera pas. L'hydrogène, à mon avis, ça prendra plus de temps que prévu. Et si on veut une solution pour l'aviation, je pense que les biocarburants avancés en sont une. Et la techno est prête. Maintenant, elle demande de démontrer à l'échelle industrielle. Et puis, quelque chose qui est tout à fait important, c'est pas parce qu'une techno est là, les biocarburants sont quand même plus chers que le carburant normal. Clairement. Et donc s'il n'y a pas une régulation qui pousse, qui tire ou qui pousse et qui fait en sorte qu'on bascule sur ces usages-là, de biocarburants avancés, donc il y a bien un enchaînement entre la recherche que nous faisons, nous, et la démonstration industrielle, puis ensuite une régulation qui prend le relais et qui déploie. Pierre-Franck Chevet, et il y a urgence, on va y revenir dans cette dernière question de Yes & You, il y a urgence, on nous dit il faut du temps, et dans le même temps on nous dit on n'a plus le choix, il faut aller très vite. C'est tout l'enjeu d'ailleurs des scientifiques et des politiques, hein. Le temps long et le temps court lié à des élections, à des enjeux électoraux, c'est vraiment un vrai sujet. Pierre-Franck Chevet, c'est la question de Yes & You, vous l'avez sélectionné celle-ci aussi, Yes & You qui est une école de langue pour vous apprendre et se former autrement. La question Yes & You sélectionnée par Pierre-Franck Chevet. La question Yes & You, école de langue pour se former autrement. Pierre-Franck Chevet, le manque de talent formé, et là on entre sur un sujet un peu plus RH et de pénurie de talent, est un frein majeur à la reprise d'activité. Est-ce que c'est un sujet qui vous impacte, vous aussi, dans cette transformation et dans l'urgence, évidemment ? Alors, peut-être, donc je préside aux destinées de IFPEN, Énergie Nouvelle, et on a en notre sein une école pour ingénieurs. C'est des gens qui sont déjà ingénieurs, qui se forment en gros à la transition énergétique. Donc c'est des gens de très haut niveau de tous les pays. Hein. On a plus de la moitié d'étrangers qui sont à l'école, là, à côté de Paris. Donc déjà, dans la formation des talents, on est impliqué dans la formation des talents pour la transition énergétique. Et dans le monde entier. Et dans le monde entier. Ça, c'est intéressant de le dire. Le campus, c'est un peu une tour de Babel en termes de langage. Hein. Il y a plus de 50 pays représentés, donc on travaille pour l'avenir. Alors, concernant notre fonctionnement, comme toutes les entreprises, organisations, les gens, visiblement, ont voulu bouger.
Alors on est 1600 à IFPEN. On a eu, à cette date, on a eu déjà 130 départs. C'est énorme. Ça veut, en gros, on finira l'année à 10% de départ. Ouais, presque 10% de votre effectif a bougé. Mais c'est bien. Je considère que le fait que les gens bougent, c'est aussi bien. Ça, c'est l'effet Covid. Alors, s'il y a l'effet Covid, puis le fait que les gens des gens de chez nous veuillent partir, aillent dans l'industrie, par exemple, pour déployer leur science et leur technologie. Intéressant, ça aussi. Moi, ça me va très bien. Bah oui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à pratiquement réembaucher autant de personnes. Donc, ça veut dire que les travaux que l'on fait intéresse. Ouais, c'est attractif, ça attire. Et c'est du sang neuf, c'est une nouvelle génération. C'est une nouvelle génération qui est plus attachée encore que les anciens à cette transition énergétique parce qu'ils vont être directement concernés. Donc là, la motivation est au taquet. Pierre-Franck Chauvet, ça sera la dernière question que vous avez sélectionnée, c'est la question de l'hémicycle. Et là, alors, vous êtes dans une position un peu délicate parce que vous êtes à la tête de l'IFPEN, alors institution parapublique, on est d'accord ? Public. Établissement public. Eh bien, vous allez pouvoir très librement, dans l'émission On se dit tout, interpeller ou nous faire partager un point de vue. Et là, vous vous exprimez face caméra auprès des députés, auprès des ministres évidemment concernés, vos ministres de tutelle peut-être. Vous avez la caméra qui vous regarde tout de suite, c'est la question de l'hémicycle. Chevet, c'est à vous, la caméra est là, vous pouvez vous exprimer. Il y a urgence à agir. L'État fait globalement, notamment dans la période Covid, a beaucoup investi sur la recherche, notamment sur la transition énergétique. C'est des sommes tout à fait colossales. Donc ça, c'est très bien. On a aujourd'hui en France le plan France 2030, qui est là non pas pour faire de la recherche très amont, mais pour déployer les technologies sur notre territoire. Donc ça, là aussi, c'est très bien. Il faut le faire fonctionner, etc. Et puis le dernier point que je voulais dire, c'est que la France a tout ce qu'il faut pour arriver à délivrer le plus rapidement possible la transition énergétique. Il y a un classement qui est sorti l'année dernière, un classement international de tous les organismes publics de recherche dans le monde sur le sujet low carbon energy, c'est-à-dire le sujet qui nous intéresse, transition énergétique pour faire simple. Et dans les 10 premiers mondiaux, il y a 3 Français. Il y a le CEA qui est en tête, puisque le low carbon energy contient le nucléaire. Donc le nucléaire, notamment grâce à ça, mais aussi grâce à la pile à combustible, est premier mondial. Nous sommes 4e et le CNRS est 7e. 3 Français dans les 10 premiers. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Merci, ça sera le mot de la fin. On a tout pour réussir et vous êtes engagés avec l'IFPEN, tous vos chercheurs, tous vos ingénieurs, les académies qui sont engagés pour transformer le plus vite possible notre modèle, évidemment, et le rendre vertueux. Merci d'être venu nous rendre visite, Pierre-Franck Chauvet. Vous êtes le président de l'IFPEN, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes livré et d'avoir posé le masque d'ailleurs, parce que vous nous avez parlé un peu de vous aussi. On a appris plein de choses. Merci à vous, merci pour votre fidélité. C'est la fin d'On se dit tout. On se retrouve évidemment pour un prochain numéro de On se dit tout. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Merci. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.